Merci d'être présent pour cette conférence sur les installations de recharge de véhicules électriques en copropriété. Donc, je vous présente Ahmed Abilaï qui va vous parler de ce sujet. Bonjour, je vais vous faire une présentation en 4 parties, où d'abord je vais essayer d'introduire le contexte et les enjeux de l'installation de recharge de véhicules électriques, d'installation de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés. Ensuite, on va voir les aspects juridiques, où je vais essayer de vous présenter ce qu'on appelle le droit à la prise. En troisième point, nous allons voir les différents systèmes d'installation possibles. Et enfin, je vais aborder un peu les aides qui peuvent être mobilisées pour une installation de recharge de véhicules électriques. Parce que le secteur des transports aujourd'hui est le secteur qui est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre, 33%, 31% de gaz à effet de serre, dont 52% est fait par les véhicules particuliers. La mobilité électrique s'est posée comme étant une solution durable. Donc, comment faire donc, au sein de la copropriété. Donc, pour continuer un peu dans ce contexte et enjeu, en 2022, à peu près 1 100 000 véhicules électriques ont été en circulation. On considère à peu près en 2023 de l'ordre de 250 000 immatriculations supplémentaires. Aujourd'hui, il y a une politique volontariste qui s'appuie sur 2 piliers, des incitations, donc le bonus écologique, la prime à la reconversion, les aides financières et fiscales, et des obligations. La restriction de circulation, les zones à faible émission, ou la fin de la vente programmée des véhicules thermiques pour 2035 sont en train de pousser vers plus d'immatriculation de véhicules électriques. Le plan pluriannuel de l'énergie estime qu'à l'horizon 2028, on aurait 27% des nouvelles immatriculations qui pourraient être faites par des véhicules électriques et qui poussent à déployer des infrastructures de recharge adaptées sur l'ensemble du territoire. Donc pourquoi donc une installation de recharge dans ma copropriété? Parce que 85% de la recharge se fait au domicile. C'est une étude de l'Enedis de 2022 qui le dit. Le registre national de la copropriété aujourd'hui enregistre à peu près 450 000 copropriétés, dont 380 000 de plus de 10 places, de plus de 10 logements, donc 10 places de parking, et 180 000 copropriétés disposent de parking. Sur le territoire de GPSO, à peu près 5 000 copropriétés, 2 500 d'entre elles ont des stationnements, avec au total 85 000 places de parking sur le territoire de GPSO. Cela donc pousse à des besoins d'anticiper donc, et de réfléchir à des solutions qui permettront de réduire les coûts et les délais d'installation, de limiter les coûts d'exploitation, bref, de garantir le respect des normes. Pour les aspects juridiques, je vais parler du droit à la prise, qui est le droit d'équiper sa propre place de stationnement d'une borne de recharge. C'est un droit qui est réservé à la fois aux copropriétaires et aux locataires. Depuis le 1er janvier 2021, tous les types de parkings sont concernés. Enfin, lorsque un copropriétaire ou un locataire fait une demande, les syndics doivent garantir l'accès aux locaux techniques de l'immeuble, ne serait-ce que pour avoir les devis. Comment ce droit à la prise est exercé, notamment par une notification.
une lettre doit être adressée au syndic avec une description détaillée des travaux et un plan des travaux projetés. La copropriété a 3 mois pour réagir. Si au bout de 3 mois, il n'y a pas de réponse qui est faite, donc la réalisation de travaux peut se faire aux frais du demandeur. Si il y a un refus de la copropriété, un refus motivé, donc pour motif sérieux et légitime, la copropriété a 6 mois pour proposer une installation de recharge de bornes électriques. Enfin, je voulais parler un peu de règles qui s'appliquent au sein d'une copropriété. 2 types de règles sont à distinguer. La première porte sur les études. Quand un syndic ou un conseil syndical a décidé d'entreprendre une étude pour déterminer quels sont les besoins au sein de la copropriété, mais cette étude elle doit être soumise à l'autorisation d'une assemblée générale. C'est l'article 24 qui porte sur les majorités simples, qui sera compétent pour tout ce qui est étude. Pour la réalisation des travaux d'installation, c'est 2 règles qui peuvent s'appliquer. Donc, si les travaux portent sur des équipements électriques, ce sera la majorité simple de l'article 24 qui sera sollicitée. Si c'est des travaux d'installation de bornes individuelles, c'est toujours l'article 24 qui sera sollicité. Par contre, quand il s'agit des travaux d'installation de bornes partagées, il faudra la majorité absolue au sein de la copropriété. Je vais passer maintenant à l'identification des besoins. Elle va se faire grosso modo sur un point. Est-ce que les places au sein de la copropriété sont attitrées ou pas? Si elles ne sont pas attitrées, il est plus intéressant de pouvoir privilégier une borne partagée. Si les places de stationnement sont des places attitrées, individualisées au sein de la copropriété, alors il faudra regarder le nombre de places dans la copropriété. Si elles sont inférieures à 10 places, c'est aujourd'hui une méthode que je vais présenter tout à l'heure de rattachement aux services généraux qui est le plus préconisé. S'il y a plus de 10 places, effectivement à ce moment-là, peut-être il faudra privilégier une infrastructure collective dédiée à l'alimentation de bornes de recharge. Avant de rentrer dans les différents systèmes d'installation, peut-être un mot sur la puissance de recharge qui peut varier de 2,2 kW à 22 kW. Le choix de la puissance dépend de l'usage qui est fait du véhicule. Si c'est un véhicule qui a plutôt tendance à rester sur sa place de stationnement, peut-être à ce moment-là, il faudrait penser à une recharge faible de 2 à 3,7 kW. Si par contre, il y a un besoin de recharge rapide, alors il faudra peut-être penser à une puissance un peu plus élevée, type 7, 4, 11 kW ou 22 kW. Je disais, il y a 3 solutions de raccordement qui ont été validées par la commission de l'énergie. La première est la création d'une colonne montante. Les 2 autres sont un raccordement en aval, soit des services généraux, soit la création d'un point de livraison. Donc, les colonnes montantes sont un branchement collectif des câbles et des canalisations dans les immeubles qui acheminent l'électricité entre le réseau et l'immeuble. Les services généraux comprennent plutôt les parties communes, parking, cave de l'immeuble et les locaux techniques. La création de la colonne montante, c'est grosso modo quoi? C'est le réseau qui est directement ramené au parking de l'immeuble. C'est souvent fait par Enedis. Cette méthode est souvent préconisée et faite par Enedis parce qu'ils sont gestionnaires du réseau public et son financement aujourd'hui peut faire appel au TURP pour qu'il y ait les tarifs d'acheminement de l'électricité qui permet de financer le transport de la distribution de l'électricité sur le réseau en France.
c'est un tarif que vous trouvez tous dans vos factures d'électricité, hein, que tout le monde paye, et qui, dans ces dispositifs d'installation, peut être mobilisé par Enedis pour que ça ne coûte pas grand-chose à la copropriété. L'avantage de ces systèmes, c'est que chaque utilisateur a par la suite le choix de pouvoir choisir son opérateur de borne. Il peut aussi choisir son fournisseur d'énergie. Enedis peut effectivement être propriétaire ou gestionnaire de l'infrastructure. L'infrastructure peut aussi également appartenir à la copropriété. Voilà. La deuxième solution, qui est le raccordement aux services généraux, est plutôt, donc, comme je disais tout à l'heure, une solution qui est préconisée pour les petites places, moins de 10 places. Chaque borne donc, est raccordée à un coffret qui est lui-même connecté au tableau général électrique, et il y a des sous-compteurs par la suite qui vont faire en sorte de calculer voilà, la consommation des uns et des autres. Dans ces cas de figure, c'est la copropriété qui est propriétaire de l'infrastructure. Elle est donc responsable de sa gestion, de son entretien et de son évolutivité. Ça veut dire que s'il y a d'autres copropriétaires qui veulent se joindre, donc c'est la copropriété qui sera chargée de faire les travaux nécessaires. Je n'arrive pas. Le troisième schéma de raccordement est pratiquement le même schéma que j'ai présenté aux deux. Simplement, il suppose la création d'un point de livraison nouveau. Souvent, pour ce troisième schéma, c'est un opérateur privé qui est sollicité. Et la plupart des copropriétés qui font appel à ces systèmes font appel à un opérateur privé qui peut être à la fois un tiers financeur ou juste un opérateur qui va gérer l'installation. On a quelques indications sur le premier schéma d'installation qui peut aller entre 250 et 350 euros par place. Puis les dérivations individuelles peuvent, si le copropriétaire fait la demande à l'origine du projet, ça peut coûter aux environs de 200 euros. Mais ceux qui vont essayer de rejoindre plus tard, une fois que l'infrastructure collective est installée, ça peut être 600 euros de frais. Il faut dire que pour ce premier schéma d'installation, c'est plutôt un financement du TURP qui est sollicité. Il y a, pour les deux autres schémas que j'ai présentés, pour le deuxième schéma, c'est plutôt un surcoût de l'augmentation de la puissance. Et pour le troisième schéma, c'est le financement du point de livraison qui est demandé. Les aides financières pour les bornes de recharge sont de deux types. Si c'est une borne partagée, l'aide à devenir qui peut être mobilisée de 50% du montant de l'installation, plafonnée à 1 660 euros. Si c'est une borne de recharge individuelle, l'aide du montant est de 50% du montant de la fourniture et d'installation, avec un plafond de 960 euros par point de recharge. Vous pouvez mobiliser jusqu'en 2025 un crédit d'impôt de 75% du montant de la dépense plafonnée à 300 euros. Et enfin, pour les travaux, vous allez pouvoir solliciter une TVA à taux réduit à 5,5%. Ce qui fait que les frais d'équipement en borne de recharge pour un lot, après déduction des aides, pourraient se situer entre 500 et 1200 euros TTC. Les frais d'abonnement, j'ai noté ici 6 à 14 euros TTC, ils peuvent aller jusqu'à 20 euros TTC.
les conditions des aides pour l'infrastructure collective. Il y a là aussi 2 aides qui peuvent être mobilisées. 50% du coût de travaux de terrassement, plafonné à 3 000 € par copropriété. 50% du coût de l'infrastructure collective, plafonné à 8 000 € jusqu'à 100 places. Et au-delà de 100 places, 75 € de plus par place peut être demandé. Pour cela, donc, il faudra recourir à un installateur référencé Advenir et il faudra respecter les cahiers des charges, exigences techniques et de sécurité de l'AVER. Une condition supplémentaire est l'installation d'au moins une borne de recharge. Pour ces travaux-là aussi, la TVA est à taux réduite à 5,5%. Je vous invite pour avoir beaucoup plus d'informations, toute ma présentation, je l'ai tirée du site de l'AVER France, du programme Advenir, que vous pourrez retrouver sur le site internet. Vous pouvez aussi retrouver des informations sur le site d'Enedis. Je vous invite vivement à consulter le guide pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides qui a été réédité en 2023 et qui est fait par l'AVER, que vous pouvez trouver. Je vous remercie pour votre attention et je veux bien répondre à vos questions. Voilà. Si vous avez des questions suite à cette intervention, je vous invite à me le faire savoir. Je garde le casque. Bon, oui, merci de cette présentation. Là, vous avez parlé d'un cas général, mais en fait, ce qu'on voit pour des installations, on va dire, supérieures à 10 places, à savoir création d'un nouveau PDL, de plus en plus d'opérateurs privés qui précisent que finalement, pour les copropriétaires, c'est 0 €, ça leur coûterait strictement rien, indépendamment, je pense, du raccordement de leur borne individuelle. Je pense, et je ne vais pas faire de pub pour eux. Et en fait, il y a aussi, moi j'ai contacté Enedis, et ils proposent aussi cette solution-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils avancent en fait le coût de l'installation du PDL et qu'ils finalement amortiront sur le temps par rapport au nombre de copropriétaires qui voudraient se connecter. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu plus? Parce qu'en fait, là-dessus, il y a une espèce de marché de dupes, à savoir que sur les opérateurs privés, c'est 0%, c'est 0 € à charge du copropriétaire, sauf qu'on ne sait pas trop s'ils prennent en charge finalement la liaison, parce que c'est Enedis qui est propriétaire finalement du réseau. Et donc en fait, il y a quand même un coût qui concerne le raccordement au réseau général jusqu'à la boîte jusqu'à la copropriété. Ça, on ne sait pas trop s'ils le prennent en charge ou pas. Et Enedis apparemment ne le prend pas en charge. Et je voulais savoir un peu si ça avait un peu évolué, parce que finalement, c'est peut-être le point d'achoppement par rapport à des propriétaires privés, ou par rapport à des opérateurs privés, et par rapport à Enedis qui propose grosso modo la même chose que ces opérateurs privés, sauf qu'il ne prend pas en charge la liaison entre le réseau public et la borne de la copropriété. Tout à fait. C'est un dispositif que je n'ai pas mentionné dans la présentation, qui est le dispositif de Logivolt, en fait, qui, effectivement, dans les cas où c'est des opérateurs privés qui ont été sollicités, va financer le projet. La copropriété a la possibilité de pouvoir faire appel à ces dispositifs. C'est pour ça que vous avez entendu l'information comme quoi ça va coûter 0 € à la copropriété. Effectivement, Enedis, c'est plutôt le premier schéma que je vous ai présenté. Effectivement, ils font aussi une proposition pour amener le point de livraison jusqu'à la copropriété. Mais effectivement, il y a une tarification qui est faite soit au départ, si la demande est une demande globale, sinon qui est majorée
si c'est d'autres copropriétaires qui vont rejoindre un peu plus tard le raccordement. Nous allons pouvoir en parler si vous voulez. Je vous donnerai les informations au stand. Alors, deuxième question. Concernant le droit à la prise, est-ce qu'il s'applique au parking extérieur? Il s'applique à tous les parkings, extérieurs et intérieurs, couverts ou clos. C'est nouveau parce qu'il me semblait qu'avant, ça ne s'appliquait qu'au parking intérieur. Tout à fait. Depuis le 1er janvier 2021, il s'applique à tous les types de parkings. D'accord, merci. Eh bien, parfait. Je vous remercie beaucoup.